Bonjour à tous, bienvenue à votre émission de littérature, des livres et des lettres. Nous sommes samedi, c'est le plateau donc d'échange autour d'un ouvrage sur Canal 3 Bénin. Il est 11 h et comme à notre habitude, nous sommes au rendez-vous donc pour échanger autour d'un ouvrage avec un auteur. Celle-là que je m'en vais recevoir pour vous, c'est une dame qu'on a déjà reçue ici 2 ou 3 fois. C'est une dame bien connue de l'univers littéraire du Bénin, mais connue surtout pour sa poésie. Cette fois-ci, elle a décidé de faire autre genre, quelques nouvelles. Avec nous sur ce plateau, Myrtille Yakofa-Haro. Myrtille, bonjour. Bonjour Tanguy, Bienvenue bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. C'est quoi, on est fatigué de la poésie, c'est ça? Pas du tout. J'ai voulu explorer un autre genre littéraire. Et ce genre, c'est le genre le plus lu rapidement et qui raconte des histoires, des récits. La poésie aussi, elle est lue rapidement. Bien sûr, mais la poésie, c'est un genre aussi. Et j'ai voulu changer un tout petit peu. On n'a pas fait de l'infidélité, la poésie, là. Ou bien vous allez y revenir. J'assume cette infidélité. Ouais. Oui. Et comment on se sent quand on écrit des nouvelles? Bien. On rentre dans l'univers de l'imagination, de la fiction. On a des choses à dire, on décrit normalement. Et voilà, ça se lit, la nouvelle. Et on parle peu de soi, on a l'impression, en tout cas, pas comme dans la poésie. Pas du tout, on parle très peu de soi, mais on a la latitude d'observer des faits de société, de pouvoir décrire et de pouvoir dire ce qui se passe. Et c'est ce que vous aviez fait dans Kidal. Exactement. Kidal, pourquoi? Parce que Kidal est peut-être à la une de l'actualité tous les jours. Kidal parce que Kidal, c'est quand même une ville du Mali, du Nord Mali. Exactement. Kidal parce que c'est une ville très exposée aux assauts des terroristes. Oui. Kidal parce que c'est quand même une ville qui a été largement dominée pendant un bon moment par les terroristes et les djihadistes. Oui. Mais Kidal, dans votre ouvrage, c'est un peu pour montrer, je dois dire, les autres conséquences de la guerre qu'on ne voit pas. Absolument. Kidal m'a permis d'écrire sur d'autres horizons. Aussi, l'aspect psychologique que peut avoir une guerre sur des personnes qui décident quand même de se fréquenter. Et on ne voit pas forcément ça, on ne voit que les guerres, les conflits entre les États. Mais il y a aussi les conflits intérieurs que vivent les êtres humains en temps de guerre. Oui, mais c'est extraordinaire quand même. Hein. Comment est-ce qu'on peut s'attacher? Parce que c'est l'histoire d'une dame qui s'est attachée, ma foi, à Modou, à travers le net. Ça aussi, c'est de l'actualité. On va en parler tout à l'heure. Elle s'attache à un homme qu'elle n'a jamais vu. Et parce que l'homme a arrêté de lui donner ses nouvelles, elle a décidé, béninoise, de traverser toutes les frontières, d'aller jusqu'au Mali, d'aller le récupérer. Que ce soit vivant ou mort, comme on dirait dans un film de western. C'est quand même curieux que vous mettiez en avant, vous trouvez le temps de mettre en avant dans la guerre le sentiment et l'amour. Bien sûr, c'est des choses que nous cachons, mais que chacun de nous, on vit à l'intérieur de nous-mêmes. Et pour la petite anecdote, la première lectrice de Kidal, après la sortie et le lancement, m'a dit « Madame, j'ai vécu ça ». C'est dire que oui, j'ai vécu ça, j'ai failli aller dans l'autre pays pour lui. C'est mes parents qui ont été un soutien pour moi pour que je ne franchisse pas ce pas. C'est vous dire que ça se passe réellement. La solitude, le fait de la beauté de l'inconnu, de l'ailleurs, fait qu'on s'attache rapidement et on pense que le bonheur est de l'autre côté. C'est quand même curieux. Hein? J'ai l'impression que ça n'arrivera qu'aux femmes. Certainement, votre témoin n'est qu'une. Parmi tant d'autres. Et une femme. Et ici, dans le livre aussi, c'est une femme. Pourquoi les femmes ont cette propension, cette facilité à s'attacher aussi rapidement? Oh, vous savez, ce n'est pas une faiblesse, c'est le propre de la femme d'avoir de la sensibilité, de déjà s'attacher rapidement à ce qui est très proche d'elle. Et ça ne fait pas d'elle une paria. Chaque genre... on ne la juge pas, on veut comprendre bien comment est-ce que bien sûr, chaque genre avec sa manière de se comporter. À attraper. Vous savez, il y a des hommes qui vivent ça aussi. Pouvoir transcender tout ce qu'il y a, toutes les péripéties, tous les obstacles pour aller vers l'être aimé. Voilà. Mais quand je vois le profil de cette dame, j'ai l'impression que c'est une personne qui s'attache un peu plus à la douleur, à l'absence, à l'inconnu, ce qui a facilité justement ce lien qui s'est créé. Absolument, et c'est le moment de parler d'Internet, du téléphone, cet outil qui nous a éloignés de la réalité, qui fait qu'on se dit que le meilleur c'est dans le virtuel. Oui, c'est quand même un paradoxe. Hein. En même temps qu'on est loin, on est si proche avec l'Internet.
Bien sûr, vous savez, les gens, Internet c'est comme une drogue. Je ne vous l'apprends pas, les gens ont tendance à penser que par exemple les prétendants qui sont dans la vraie vie n'en valent pas la peine, ou les prétendantes pour les hommes, et que les mots doux ou la messagerie instantanée, c'est la réalité des sentiments. Voilà. Oui, peut-être parce que l'amour aime bien ce qui est abstrait et virtuel et peut-être inatteignable. Absolument. Oui, mais vous avez été un peu extrême avec la dame. Arriver à tuer un homme, conserver son corps, sa tête, garder le crâne et oser faire le chemin au retour avec, c'est quand même de l'audace. Bien sûr, c'est de l'audace et c'est cette force qu'est le sentiment de l'amour, cette force que l'amour donne qui permet de faire tout ça. Vous mettez ça sur le dos de l'amour? Vous savez, avec l'histoire, il y a eu tant de drames à cause de l'amour. Par exemple, elle n'accepterait pas faire tout ce chemin dans un pays qu'elle ne connaît pas et revenir bredouille. Surtout quand elle rencontre l'être aimé qui est quasiment indifférent et absent dans son quotidien. Pourquoi vous trouvez que la solution extrême, c'est ce que vous aviez proposé, tuer l'être qu'on aime et emporter son crâne sur soi? Ce n'est pas une solution extrême et je l'ai d'ailleurs dit, il ne faut jamais en arriver là. Le truc, c'est que de toute façon, la fin de toute chose, c'est la mort. Que ce soit par ce moyen ou par un autre, Modou s'est engagé de toute façon dans un univers où il mourra d'une manière ou d'une autre. Il vaut mieux mourir de sa passion que de mourir par la passion de l'autre, non? En fait, ça dépend de ce qu'on voit et de ce qu'on croit. Modou a été victime de s'être épanché ou d'avoir joué avec les sentiments de la femme, de Faye. C'est une sentence que vous prononcez. Je ne prononce pas une sentence, j'exprime à travers Faye ce que beaucoup vivent, ce que beaucoup ne voudraient pas renoncer, mais sont obligés de faire avec. Et l'extrême, c'est aussi la fiction, ce n'est pas la réalité des faits, et c'est en ça que l'imagination est débordante. Peut-on rencontrer quelqu'un comme ça, aussi passionné de la guerre comme Modou? Il en existe, les centaines, les terroristes, les djihadistes, c'est des gens qui sont prêts à mourir au front et à la guerre. C'est un travail psychologique qui a été fait à leur niveau. C'est parfois même beaucoup de produits psychotropes ingurgités, beaucoup de conditionnement psychologique, exactement, de préparation et de conditionnement, tout cela. Je n'ai pas l'impression que c'est ça que Modou a quand même subi, pour être aussi attaché et aussi accroché à son métier d'âme, c'est la guerre. Oui, comme ça a été décrit dans Kidal, Modou a été un enfant soldat. Alors quand vous grandissez dans un univers où vous n'avez connu que ça, c'est pire qu'un enrôlement, c'est pire qu'un lavage de cerveau, vous ne vivez que par ça. Et lui ne voudrait pas vivre l'amour au détriment de la guerre. Lui, c'est sa vie tout entière, la guerre. Un drame dans le drame qui se joue, parce que la guerre, c'est déjà un drame. Les sentiments qui se meurent, les sentiments inassouvis, c'est aussi un autre drame. C'est votre cri de cœur pour qu'on arrête justement ce qui se passe là. Bien sûr, derrière chaque nouvelle, chaque histoire racontée par un écrivain, il y a aussi une manière de dire aux gens ce qu'on peut envisager autre que la guerre. Par exemple, quand on choisit cette thématique, est-ce que la paix n'est pas mieux? En même temps, il y a certaines guerres qui méritent d'être faites pour que le monde change. Parce qu'on n'en est pas là aujourd'hui, parce que beaucoup ont fait la paix. Il y a des guerres, comme qui dirait, saintes. Merci beaucoup à Kofa. On va parler de la seconde nouvelle, Chloroquine. C'est vrai qu'on va revenir sur la première tout à l'heure. Chloroquine, c'est l'histoire quand même d'une autre dame d'ailleurs. Cette fois-ci, c'est elle la victime, enfin, c'est elle qui meurt. Oui. Une dame qui se propose ou qui accepte d'offrir, je dois dire, le mariage et la nationalité donc à un inconnu d'elle, qui finalement réussit à concevoir dans la tête un mode opératoire d'arnaque sur Internet et qui met à contribution justement la jeune dame. Sauf que après l'explosion de la pandémie, ça se retourne contre eux, le monsieur rentre chez elle et l'assassine. Fortement ancré dans l'actualité, hein, votre nouvelle. J'ai l'impression que l'Internet, au-delà d'être quand même la porte d'évasion,
est en même temps aussi la porte d'entrée de beaucoup de mots. Exactement. Vous savez, l'être humain a cette tendance à trop en faire quand il y a le bien et rapidement on rentre dans le mal. Internet au prime abord était pour faciliter la vie, faciliter les échanges, le travail. Mais à force de se côtoyer, à force de voir toutes les potentialités qu'Internet peut offrir, l'être humain a dévié, d'où l'arnaque en ligne. Et on profite même de la pandémie d'une maladie pour se faire de l'argent. Et les conséquences ont été irréversibles. Alors, vous opposez deux réalités là. Dans la première nouvelle, l'Internet permet de rapprocher. Dans la seconde, il permet d'anarquer, comme si nous sommes dans un monde de dualité. Absolument. Le yin et le yang, le noir et le blanc, tout se côtoie. Les nuances sont rares quand il s'agit d'Internet. On n'arrive pas à faire la part des choses et la frontière entre le bien et le mal, c'est très rapidement franchi, hélas. J'ai l'impression que les deux personnages, enfin c'est les mêmes personnages, mais qui se retrouvent dans des rôles totalement différents, où le rôle de l'un et de l'autre dans la seconde nouvelle. Pourquoi votre fin c'est toujours tragique, il faut tuer, il faut peut-être... il n'y a pas un moyen de... Parce que même dans la troisième nouvelle, il y a une mort qui intervient, même si par la suite, la dame, elle perd la raison et s'abîme, se noie dans le métier, le plus vieux métier du monde. Oui. Alors pourquoi la mort omniprésente? Comme je l'avais dit, et puis même quand j'écrivais de la poésie, j'avais publié, cette question revenait souvent. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne voudrait pas parler de mort quand on côtoie la mort tous les jours. Quand nous prenons notre véhicule tous les jours, on voit... Quand on prend le véhicule, par exemple, tous les jours pour aller vaquer à nos occupations, on ne sait même pas si on rentrerait. Combien d'accidents n'avons-nous pas rencontrés déjà sur la voie du trajet aller-retour? Et pourtant, on fait avec, on vit avec. Pourtant, on préférerait le silence, on préférerait de faire l'autruche par rapport à la mort. La mort, c'est la vie. Vous êtes très avare en personnages. Hein? Vos nouvelles, c'est deux personnages, maxi 3, ou bien peut-être quelqu'un qui figure rapidement ou qui apparaît de façon fulgurante. Pourquoi vous n'aimez pas trop mettre beaucoup de personnes autour de vous? On va dire que c'est ma signature en matière d'écriture de nouvelles. Et puis la nouvelle, ce n'est pas beaucoup de personnages, c'est 2 ou 3, pour permettre aussi au lecteur de connaître ceux avec qui il chemine pendant tout le livre. Les hommes ne sont pas dans de bonnes postures, hein, quand ils ne sont peut-être pas indifférents aux sentiments qu'on nourrit à leur égard. C'est soit qu'ils sont amoureux, véreux de l'argent, ou bien ce sont des usuriers, ou bien. C'est quoi? Vous avez quoi contre les hommes? Rien du tout. Au contraire, je dis souvent, il n'y a pas plus féministe qu'un homme. Les hommes ont toujours milité d'une manière ou d'une autre, en général. Je parle en général, pas des particularités, pour que la femme soit valorisée. Alors, quand certains hommes, ou autant que nous sommes, je parle d'hommes grand âge surtout, ça aurait pu être une femme aussi, ce n'est pas qu'on jette la pierre aux hommes. Oui, mais moi je vois l'homme petit a toujours en difficulté dans votre nouvelle et je veux comprendre bien pourquoi vous l'acculez. Pourquoi vous l'acculez Non, voilà. L'homme n'est pas en difficulté. Par exemple, quand dans la nouvelle Ascendant conjugal, par exemple, où il s'agit de parler de polygamie, malgré que ce soit l'homme qui a réuni 4 femmes dans une petite concession, en fin de compte, c'est pas l'homme qui en a pâti, hein, c'est la femme, l'enfant et tout. Parce que vous voulez montrer peut-être ce que l'inconscience de l'homme qui s'engage dans la polygamie avec 4 femmes peut avoir. Oh, vous savez, dans cette nouvelle, je n'ai même pas voulu juger parce que je dis, comme on fait son lit, on se couche. Il a fait de choix, il assume. Ce n'est pas à nous de juger. C'est parce on dit, le magouilla qui veut porter son pantalon, c'est parce qu'il ne sait pas où passerait sa queue. Il a fait des choix, on ne saurait lui en vouloir. Néanmoins, chaque choix a ses conséquences. Alors, vous avez choisi une fausse thématique hein, pour créer cette histoire. La fausse thématique, c'est la pandémie, le coronavirus. C'est vrai qu'elle est pratiquement derrière nous, même si on tente de nous imposer cela à l'esprit jusqu'à l'heure actuelle. Comment l'aviez-vous vécu en tant qu'écrivain? Je sais qu'il y a eu des initiatives quand même qui ont dû mobiliser un certain nombre de femmes autour de l'écriture et de la plume. Absolument. Vous, personnellement, comment vous l'aviez vécu en tant qu'écrivain?
En tant qu'écrivain, ça a été du recul. Ça a été une remise en cause permanente de la vie humaine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne devrait pas oublier qu'on côtoie la mort tous les jours. Cette pandémie a été la preuve vivante que la mort est avec nous. Après, il y a eu des initiatives à distance pour tenir en haleine les écrivains, notamment nous les femmes. On s'est réunis en collectif. Il y a eu 2 collectifs de 2020 à 2022. On a continué le projet jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui renforce les liens, qui permet de continuer malgré la pandémie et de croire en l'humain. Ce n'est pas si mauvais que ça. Pas du tout. Je crois que beaucoup en ont profité. Hein? Oui, il y a toujours du bien derrière un mal. Et on s'adapte surtout. C'est la leçon qu'il faut retenir de cette pandémie-là. Alors, l'actualité, pour revenir à la première nouvelle, c'est surtout, je dois dire, la géopolitique de la sous-région, avec le Mali dans une posture... je ne sais pas si vous l'admirez, vous. Le Mali? Oui, dans sa posture actuelle. Oh, vous savez, il y a ce qu'on voit et il y a toutes les intrigues qui se jouent derrière. J'évite de m'immiscer, même si chacun a son opinion, dans ces guerres, dans ces coups d'État, dans cette africanité qu'on juge, tout simplement parce que nous, les Africains, on est à double face. En même temps que nous prônons la liberté, nous prônons qu'on s'affranchit du joug occidental, on est pourtant les premiers à rêver de l'Eldorado outre-mer. Oui, mais c'est une dualité. À quoi est-ce que c'est mal de chercher à être libre, d'aller là où on veut? Ce n'est pas mauvais, mais moi, à mon entendement, cherchons déjà à rendre paradisiaque notre continent avant de vouloir explorer d'autres. En plus, chacun se donne les moyens d'explorer les autres pays s'il le veut. Mais je parle surtout d'idéologie, où il s'agit de défendre ce qui est à soi. Pour les 2 nouvelles, pour une première, enfin la deuxième nouvelle, le monsieur finit pas mal, même si bon, on ne voit pas trop exactement ce que c'est que la fin. Vous l'aviez dit, la mort nous côtoie tout le temps et on a l'impression qu'on dort dans le même lit qu'elle. Mon mari fait sa star. Alors c'est l'histoire d'un monsieur, Usuier, qui quand même a fait une belle vie avec sa famille. Oui. Lui au moins il est responsable. Hein. Oui. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, voilà. Il n'a pas été, ma foi, acculé, accusé, mis au banc par votre écriture. Sauf que un de ces 4, alors qu'il allait à une fête, à un anniversaire, il trouve la mort en chemin. La vie dit, la mort est partout. Il fait un accident, il trouve la mort en chemin. L'histoire continue avec sa femme, qui tombe à cause d'un manque de moyens dans la prostitution. Pourquoi vous mettez la prostitution en avant comme une solution à un problème qui se pose tout de suite à la femme? Non, pas comme une solution. J'ai mis la prostitution dans cette nouvelle pour surtout faire un clin d'œil à toutes ces femmes qui se battent d'une manière ou d'une autre dans une société où on est quand même marginalisé. Ce n'est pas évident d'avoir recours aux centres sociaux, à l'aide sociale quand on se retrouve sur la paille. Et cette femme n'a pas eu de solution que de se tourner vers ce métier qui est quand même le plus vieux du monde. On ne va pas refuser cela. Et c'est faire l'indifférent que de penser que c'est une solution de facilité. Il faut un grand bagage psychologique. Oui, vous-même, en décrivant la situation, vous aviez précisé qu'elle n'a rien appris comme métier. Quand on n'a rien appris comme métier, la facilité, c'est ça. Mais à force de rentrer dans ce qu'on appelle une facilité, on finit par découvrir les méandres, la difficulté à faire ce métier qu'on n'aurait même pas choisi. Oui, mais vous défendez la prostitution? Pas forcément. Et puis même si je défendais, que je défende ou pas, la prostitution va toujours exister. Je suis de celles qui pensent qu'il ne faut pas juger sans être dans la peau de l'autre. C'est dur de faire de la prostitution. En tout cas, quand je vois un peu les conditions de la dame, sauf que vous faites appel aussi à du paranormal. Son mari qui réapparaît, qui sort dans ses rêves, qui apparaît dans ses rêves, qui lui parle, à qui même elle répond, etc. Un peu décalé de la réalité, non? Aujourd'hui, les choses sont plus concrètes. Tout simplement parce que ce phénomène existe réellement. Ça existe vraiment? Bien sûr. Et c'est même de plus en plus mis en avant. Je me rappelle une émission qui passe
souvent à la télé jusqu'à aujourd'hui, où on parle réellement du phénomène paranormal. Alors qu'il y a quelques décennies, personne n'oserait en parler au point de faire un débat autour, de faire une télé-réalité à la limite autour du phénomène paranormal. Ça existe vraiment? Vraiment, ça existe. Et puis, je suis sûre que autant que tu es là, tu as eu peut-être à expérimenter cela à un moment ou à un autre de ta vie. Parfois, l'esprit humain décide de faire du déni quand on est face à certaines situations qu'on ne maîtrise pas. Et la dame, elle a pâti, hein, parce que d'ailleurs, même là, il y a certaines cultures, dans certaines cultures, quand des morts vous apparaissent ou quand vous entendez des voix dans la nuit profonde, qu'elle appelle votre nom ou qu'elle vous parle ou qu'elle appelle autre nom, on ne devrait pas réagir à propos. Vous la faites réagir et les conséquences sont automatiques. Sont terribles. Bien sûr, il y a, comme vous l'avez dit, dans certaines cultures, et il y a aussi que pour avoir côtoyé certains anciens qui ont vécu des histoires pareilles, je peux dire clairement aujourd'hui, sans scier, que ça existe vraiment. Et plutôt que de la sauver, vous la plongez davantage dans ce qu'elle fait. Au bout, elle ne se rappelle plus d'où est-ce qu'elle vient, elle erre dans la rue, elle continue son métier jusqu'au bout. Parlez-nous de la taupe intelligente. À la taupe intelligente, j'ai donné la parole à un animal qui a fait tout un parcours. C'est une femme qui est décédée et qui s'est réincarnée en une taupe et qui raconte son histoire tout au long des pages de ce livre de Kidal et qui assiste aussi à un coup d'État. À un moment donné, j'étais tranquille à la maison, j'ai commencé par réfléchir à comment serait ou quelle était la vie d'un animal dans ce monde. Qui sait? Et c'est en ce moment que le phénomène de réincarnation peut se préciser et on va revenir au paranormal. Voilà, il y a des sociétés qui croient en la réincarnation. Et cet animal, la taupe intelligente, nous a aussi décrit une société au fil des pages. Tout à fait. C'est comme une sorte de caméra qu'on promène parmi les hommes à leur insu. Exactement. Pendant qu'ils sont en train de se déshabiller entre griffes et de montrer de quoi est-ce qu'ils sont. Alors, on ne va pas épuiser toutes les nouvelles dedans. D'ailleurs, le temps, il est complètement parti. Je n'ai pas vu les 26 minutes s'écouler. Hein. Myrtille, merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. Alors, le futur, les projets, c'est quoi? Mon projet actuel, c'est d'écrire un roman, de publier, je vais dire, parce que le manuscrit est bouclé. J'en ai même longuement parlé sur mes réseaux sociaux de publier un roman en 2023, Plaise à Dieu. Et on va se retrouver sur ce même plateau pour en parler. Et je fais le pari que ce sera encore pour mettre les hommes en mauvaise posture. Pourquoi pas? Ils sont faits pour regarder les fardeaux. Ils sont faits pour être cognés aussi. Oui, oui. Merci beaucoup à vous. Myrtille Akofa. Kidal, c'est un recueil de nouvelles. Alors, faut-il le dire, c'est quand même 6 nouvelles. J'ai fait exprès de n'évoquer que 3. Ça vous permet en tout cas d'aller chercher, découvrir les 3 autres qui sont assez intéressantes aussi et qui exposent notre quotidien. Hein. Le lien entre les différentes nouvelles, c'est quand même qu'elles abordent notre quotidien, notre actualité autour de nous, que ce soit au Bénin ou que ce soit dans la sous-région, même à l'échelle mondiale. Achetez donc Kidal, c'est disponible dans les librairies, que ce soit à Cotonou ou ailleurs au Bénin. Merci beaucoup encore une fois d'être passé sur mon plateau. Merci Tanguy. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission, ce rendez-vous de littérature. Merci d'avoir été des nôtres. Ce fut un grand plaisir. Si vous avez aimé, prenez un autre rendez-vous. Ce sera samedi prochain à partir de la même heure, c'est-à-dire 11h. D'ici là, vous prenez soin de vous. Vous passez un excellent week-end.